Alors, le sénateur Ronan Dantec m'a appelé. Il va être en retard. Il a promis qu'il viendrait, mais il m'a dit il est très vraisemblable que je ne sois pas là au début. Est-ce que Lola Valéjo est là? Ah, on n'a pas Lola Valéjo. Du coup, moi, je fais juste une transition par rapport à ce qui vient d'être dit. Mais C'est vous êtes super, ces toute seule formations aux alors. fonctionnaires. Vous êtes toute seule. Et, euh, et je voulais juste dire que même dans nos labos de climatologues, enfin, moi, je suis dans un département de géosciences, et ben, nos personnels, ils sont pas toujours informés, enfin, je veux dire, nos personnels administratifs, les informaticiens, tout ça. Et en fait, nous, on a une initiative de leur part et ils nous demandent, en fait, de leur faire, de les informer de la science qui est faite au labo. Et en fait, ils sont hyper friands et c'est eux-mêmes qui organisent, ils sollicitent les gens. Et en fait, je pense qu'au sein d'une université comme Jussieu, il y a de quoi faire aussi. Voilà, c'était juste. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles de Lola Valéjo. S'est trompé de tour. Alors, comment on fait dans ce type de dispositif-là? Est-ce que on va improviser alors? Hein, on va improviser. Vous parliez de cette nécessité là, de cette demande de formation qui est dont vous avez fait témoignage là à l'instant, sur peut-être sur cette question du narratif, de la nécessité d'inscrire de nouveaux récits pour avoir envie de cette évolution de la façon de faire, quoi, et cet avènement de la transition. Est-ce que vous avez un commentaire sur cet aspect-là des choses? Oui, moi, je suis bavarde, hein, donc moi, je peux parler. Mais déjà, ce que je dirais, déjà, c'est mon domaine, c'est l'eau. L'eau, c'est un cycle, hein, donc ça se renouvelle, mais c'est aussi, quelque part, moi, je me sens plus de lien avec quelqu'un comme Luc qui travaille sur des espèces en voie de disparition, voire disparues, quand je travaille sur l'eau, que par exemple avec l'énergie solaire, parce que effectivement, l'eau, elle subit des choses assez terribles. Donc, en fait, nous, quand on communique sur l'eau, eh ben, enfin, d'ailleurs, mes collègues, ils m'ont dit, mais j'arrête de parler avec toi parce que c'est trop déprimant. Donc, quelque part, on a beaucoup de messages qui sont quand même C'est lourds, quoi. l'eau comme une espèce en voie de disparition? Oui, ben, physiquement et puis de façon qualitative aussi. Donc, oui, il y a des sources qui disparaissent, il y a des rivières qui disparaissent. Enfin, ça m'amuse parce que je repense à un article récent là, sur la définition de politique d'un cours d'eau. Enfin, bref. Oui, donc oui, l'eau, elle peut venir. Les précipitations peuvent être très abondantes, mais l'eau qui coule dans nos rivières, eh ben, parfois ne coule plus ou coule pas de la même couleur ou coule sans vie. Et voilà, ça c'est. Ou Je veux coule dire, mal, hein. Il y avait une actu ce matin à propos de Perrier oui, tout à fait, oui. qui serait susceptible de ne plus pouvoir exploiter sa source. En tout cas, En il y a fait, des... c'est un problème de qualité de l'eau. Encore une fois, l'eau, l'eau, c'est quelque chose qui transporte tout un tas de polluants et sur lequel enfin, l'eau, elle passe toujours par un sol et quand on fait des choses sur ce sol qui émet des polluants, ben, on la retrouve. Donc, l'eau de Perrier est contaminée pas uniquement avec des produits de type PFAS ou autre, mais pour le coup avec des bactéries fécales, donc en l'occurrence. Ce qui est probablement quand même, peut-être, enfin, c'est pas complètement sûr, il y a peut-être des installations qui sont faites dans le bassin versant de la source, parce que c'est quand même dans une zone assez urbaine, voilà, qui n'ont peut-être pas été très bien contrôlées, mais clairement, Perrier a énormément prélevé, et du coup, quelque part, quand on prélève beaucoup en nappe, on va chercher l'eau très loin et plus vite, Ah oui. si vous voulez. Et certainement que ce gradient qui s'est créé du fait qu'il savait beaucoup prélever a facilité la transmission de polluants. Donc en fait, ça veut dire que Perrier va continuer à faire de l'eau,
mais elle ne pourra plus l'appeler eau minérale parce qu'elle sera obligée de la traiter. Voilà, en gros. Bon, voilà pour cette parenthèse Perrier. En tout cas, vous disiez tous les dangers qui pèsent sur la question de l'eau et de l'accès à l'eau potable. Là, c'est vraiment une problématique sur laquelle l'interface avec les politiques, elle doit être assez régulière, sinon constante. Alors pour le coup, l'eau, c'est quand même quelque chose qui est assez... justement, il y a ce qu'on appelle les parlements de l'eau, là, les comités de bassin, où il y a de la société civile, il y a les industriels, il y a les agriculteurs, il y a les politiques, il y a les administratifs de l'État. Et puis, bon, voilà, il y a tout un tas de comités comme ça. Ouais. Donc, effectivement, on est confronté, je dirais, à un certain nombre de lobbies. Et puis, il y a quelques... voilà. Et en tant que scientifique, pour le coup... Ouais. J'allais dire, en tant que scientifique, bon, nous, on est de quel côté, on ne sait pas trop, mais je dirais qu'on se place du côté de ce milieu qui n'a pas de voix. Hein. On a aussi beaucoup de propos sur donner de la voix, un espace juridique peut-être à des choses qui ne sont pas vivantes, donc comme l'eau. Et donc, c'est vrai qu'en tant que scientifique, on essaie de représenter ce milieu qui est très impacté, pas uniquement par le climat, mais aussi par tout un tas d'activités humaines. Hein. Donc, on a dévié, on a pollué, on a pompé, voilà, des choses comme ça. Et d'ailleurs, par rapport au... Enfin, j'avais, moi, cette réflexion, le titre, c'est aussi la transition. Enfin, on a beaucoup parlé de transition. Moi, j'avoue, on en a déjà parlé, Luc, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Luc, d'ailleurs, je t'invite à venir rejoindre Florence Abetz sur scène. Comme ça, d'une part, elle sera moins seule, et puis vous pourrez échanger sur cette question. Il y a un micro. Du coup, voilà, parce que transition, on dit, voilà, transition, ça fait toujours transition écologique, donc du coup, à la fin, c'est la faute de l'écologie. On pourrait dire transition économique, finalement, ce serait la faute de l'économie. Et puis, en fait, de transition pour l'eau, honnêtement, moi, je n'appelle pas ça des transitions, j'appellerais ça au mieux une correction. Voilà, on a fait beaucoup de bêtises, on essaye de corriger, voire, je sais qu'il y a un collègue lyonnais là, qui appelle ça une inversion. Voilà, une inversion de nos trajectoires. Mais je trouve, voilà, quelque part, je trouve ça un petit peu... voilà, surtout transition écologique, je trouve... bon, je sais que pour toi, c'est pas pareil. Luc. Oui, alors, bon, je dois dire que je ne sais pas si c'est le mot transition, bifurcation, je ne sais pas. Par contre, pour moi, ce qui est important, ça ne vous étonnera pas en tant qu'écolo, c'est le mot écologie. Non pas parce que je suis écologue, justement, mais parce que écologie, ça vient de oikos, ça vient de l'habitat. Donc, ça veut dire les choses clairement. On parle d'habitat, et donc on parle de l'objectif de revenir à une planète habitable. Et donc, pour moi, quand je parle de transition écologique, derrière, c'est transition climatique, transition énergétique, transition économique. Tout ça, c'est la même chose, parce que ce qui compte, c'est qu'on ait un endroit où pouvoir habiter. Donc, je pense que vraiment, le mot écologie, si on se réfère à sa racine, oikos, pour moi, ça met le doigt sur l'enjeu principal. Alors après, il y a 36 000 manières d'y aller. D'ailleurs, je trouve que quand il y a eu la COP 21 avec les initiatives par État, on tenait compte de la diversité des situations de départ. On acceptait des trajectoires différentes. Je trouve que c'était intéressant. On avait un objectif commun et 36 000 manières d'y aller. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, bah oui, la transition écologique, c'est l'habitabilité. Donc, on décide d'aller à Rome et il y a 36 000 manières pour aller à Rome. Et je pense que c'est important de tenir compte, finalement, des opportunités qu'offre la diversité des situations. Mais c'est oikos qui est important. Si vous voulez, oui, je ne me battrai pas là-dessus. C'est la moindre des choses. À côté, quand même, tout doit être... En plus, aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, justement, ce qui est un petit peu un problème, parce que du coup, pour l'énergie, on a parlé de solutions fondées sur la nature. Moi, je suis désolée, j'ai fait le cours que tu m'as confié à Sciences Po sur les solutions fondées sur la nature, sur l'eau. J'ai refait une petite biblio là récemment, mais j'étais effarée de ce qu'il y a sous le nom de solutions fondées sur la nature. Moi, j'appelle ça du greenwashing, hein, franchement, clairement. Hein. Il y a des constats affolants parce que quand on mise tout sur un truc qui est décarboné, on est capable de raser des forêts, de faire des trucs catastrophiques, incroyables. Mais parce que justement, là, on regarde le problème que d'un seul bout de la lorgnette. Mais c'est un petit peu... moi, je suis allée voir Inès tout à l'heure.
ça m'a étonné son propos. Elle a parlé de l'écologie qu'on nous impose. Elle a dit ça. Alors, personne n'impose l'écologie. On a tous envie de vivre sur une planète vivante, et vivante pour nous. Non, mais elle parlait d'un ressenti. Elle parlait d'un ressenti. Justement, le ressenti, il est là. Le ressenti, il est transition écologique. On nous impose un truc qui vraiment, c'est l'écologie, quoi. Alors, c'est pour ça que je trouve, finalement, les mots, on dirait transition économique. Voilà, moi, ça me dérangerait pas. Luc, il y a une initiative à laquelle tu as été très impliqué dans le contexte du continuum sciences politiques, c'est le GREC d'Île-de-France. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors le GREC, donc ça veut dire Groupe de recherche et d'expertise sur le climat et la transition écologique. Donc on a affiché d'emblée en Île-de-France l'entièreté des problématiques. Donc c'est des groupes de scientifiques volontaires qui font ça parce qu'ils ont envie à un moment donné. Donc les GREC existent dans toutes les régions de France pratiquement. Le premier, c'était Acclimatera, d'ailleurs fondé pour une bonne part par notre collègue Hervé Le Treut, il y a plus de 10 ans. Et donc sur l'Île-de-France, c'est tout simple, on a décidé à un moment donné, on était 3 ou 4 à se dire il y avait une énorme concentration de compétences en Île-de-France, c'est 37 ou 38% de la recherche nationale quand même. Et finalement, la région, les autorités locales, elles n'en faisaient pas grand-chose de cette richesse potentielle. Donc on est allé voir Pécresse et puis Hidalgo au moment des présidentielles. Donc il y avait une ambiance un peu particulière entre les deux, comme vous savez. Et on leur a dit, voilà, nous on est prêts à bosser avec vous et vous aider à vous situer dans ces problématiques. Et ça a marché tout de suite. Et non seulement ça a marché, mais on a eu des sous tout de suite, simplement par subvention. Pas besoin de faire des conventions qui durent des années à signer. Là, on a eu des sous. Et ce qui est important, et le message que je voulais, donc qui me paraît important à ce stade, c'est de dire qu'à partir du moment où vous avez un groupe de scientifiques qui va voir les politiques en disant on est prêt à se mouiller pour vous aider à démêler ce truc compliqué qui est la transition écologique ou je ne sais pas quoi, c'est pas possible de dire non publiquement. C'est insoutenable politiquement aujourd'hui de dire ça malgré toutes les difficultés qu'on a à dialoguer avec le monde scientifique. En fait, on a un pouvoir en tant que scientifique. Et si on s'organise collectivement, on peut s'imposer comme un acteur, à notre place, pas plus. Et ça a été relativement facile au démarrage. Alors après, qu'est-ce qu'on fait dans ce GREC, comme beaucoup d'autres GREC? On fait de la synthèse scientifique, de synthèse de connaissances qu'on essaye de rendre accessible. On répond à des demandes. Donc on a eu un regard sur le nouveau SDRIF, le schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France. Actuellement, on travaille sur le plan régional climat, air. Oui. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus ce que veut dire le environnement pour le moment. Voilà, on joue le rôle d'expert. On travaille sur des documents. Ce qu'on arrive encore difficilement à faire, c'est à être intégré un peu en amont de la démarche. Souvent, on nous demande de réagir sur un truc. Donc souvent, on a 3 jours pour réagir. Donc ça, c'est pas possible de travailler sérieusement comme ça. Mais ça dépend des interlocuteurs. Sur la ville de Paris, c'est vraiment intéressant ce qui s'est fait. Il y a eu 2 choses, en gros, importantes à ce stade. Il y a eu la mise en place d'ateliers communs entre les agents de la ville et les scientifiques sur des sujets sélectionnés par les agents de la ville. Donc, ils ont des problèmes, par exemple, de gestion des déchets organiques et des trucs comme ça. Donc, on a travaillé avec eux et on a fait des synthèses scientifiques, des notes, qui ont été reprises par la partie politique de la ville, qui a été annoncée comme telle, d'ailleurs. Et puis, l'autre point important, qui a eu pas mal d'écho, qui a même donné, là, en l'occurrence, une publication scientifique de nos collègues climatologues, c'est que la ville de Paris nous a interrogés sur la stratégie à adopter en cas d'épisode à 50 degrés. Qu'est-ce qu'on fait à 50 degrés? Et donc, on a fait un peu le bilan des connaissances disponibles, qui est assez maigre, en particulier sur la partie biodiversité. En gros, on ne sait pas ce qui se passe à 50 degrés. Et puis, les climatologues ont fait tourner les modèles pour calculer les probabilités d'épisodes à 50 en 2030, 2040 et ainsi de suite. Et donc ça aide la ville de Paris à se préparer, si tant est qu'on puisse se préparer à ce genre de choses, mais en tout cas à se préparer par rapport à ces épisodes futurs. Donc là, finalement, on a un exemple de dialogue qui a marché à peu près, qui s'améliore au cours du temps. Sur la région Île-de-France, c'est plus compliqué, mais c'est une grosse usine dans la région Île-de-France. Et on a l'impression d'être utile et de les aider à améliorer, on va dire, la pertinence de leurs actions. Ils ne nous ont pas attendus pour agir, évidemment, mais on aide à améliorer la pertinence des actions parce qu'on apporte justement ce côté un peu ce côté systémique, complexité, etc. Donc voilà, ça peut marcher. Mais ce qui est important de se dire, c'est que quand on est ensemble,
Quand on dit, voilà, nous sommes une communauté, on a envie de bosser avec vous, en gros, ils ne peuvent pas dire non. Alors, à propos de région, Luc, tu parles d'Île-de-France, mais Florence Abetz, en Occitanie, il y a eu des problèmes de sécheresse importants. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a toujours des nappes qui sont, je crois, en dessous des seuils attendus. Est-ce que ce sont des événements où, comme ils se sont passés récemment, où ils ont encore lieu à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience de politiques locaux qui, du coup, sollicitent l'expertise des scientifiques? Oui, alors déjà pour juste faire la transition avec le grec, hein, Île-de-France, c'est qu'en fait, effectivement, l'Île-de-France était peut-être la région la plus compliquée où faire un grec parce que finalement, la région était bien dotée. Et dans les autres régions, finalement, j'ai l'impression que c'était plus facile d'apporter quelque chose parce qu'ils n'étaient pas aussi bien organisés, en fait, quelque part. Et donc, en Occitanie, ils ont aussi un groupe. Mais la sécheresse qui s'est produite là-bas, qui est toujours, qui n'est pas terminée, hein, c'est donc un déficit sur plusieurs années de précipitations, donc pas assez d'eau, des assecs en rivière et plusieurs villages qui sont restés sans eau potable pendant plus d'1 an, en fait. Il y a des villages qui sont ravitaillés en bouteilles d'eau. Hein. En fait, ils sont surtout ravitaillés en camions-citernes. Alors, parce que je suis allée là-bas et il y avait un maire qui nous disait « Oh là là, il y a les journalistes, ils n'arrêtent pas de venir nous voir comme si on était une attraction. Et ils nous demandent comment on fait pour vivre sans eau potable. Et puis, il n'y a pas de problème, en fait. Hein, on ouvre le robinet, il y a de l'eau. » C'était vraiment hallucinant de se dire waouh, en fait, ils sont alimentés en camions-citernes pour remplir leur château d'eau. Depuis des mois, ça coûte une fortune à la communauté de communes, ça va les ruiner. Et lui, il dit qu'il n'y a pas de problème. En fait, on ouvre le robinet. Il était même en train de nous dire qu'il ne voulait pas préciser à sa population comment ils étaient ravitaillés en eau potable pour ne pas les inquiéter. Donc là, on se dit, waouh, mais on est quand même à un chemin assez loin à parcourir. Mais sinon, oui, c'est quand même... Donc, le département qui n'a pas de compétences particulières sur l'eau, c'est quand même énormément saisi de la question. D'ailleurs, les agriculteurs se sont bien montrés pour leur dire qu'ils avaient peut-être une charge, dans le sens où en fait, le département gère quelques réservoirs. Et du coup, les agriculteurs ont considéré que le département avait mal géré, mais comme quoi la gestion de la pénurie, c'est pas la gestion de l'abondance, quoi. Hein. Donc il y a forcément, voilà. Donc le département s'est bien saisi de la problématique et a essayé de concilier les différents types d'usages, etc. Et il disait au début, c'était tout le monde se regardait à se tirer dessus. Et puis au fur et à mesure que la situation dure et que le constat est fait que voilà, il n'y aura pas de solution simple et où je pourrais m'accaparer suffisamment pour ne pas avoir de soucis, là, ils ont dit, les gens ont commencé à discuter. Donc, c'est assez bizarre parce que finalement, le constat, c'était tellement grave que finalement, les gens sont sortis de leur lobby, on va dire, position, voilà, et pour commencer à essayer de trouver ensemble des situations. Avec aussi, quelque part, potentiellement, la chance qu'ils ont été soutenus par l'État, qui a quand même fait beaucoup de choses, parce que c'est les premiers, comme ils disaient, on a de la chance, on est les premiers à subir une sécheresse de 3 ans. Effectivement, ils ne seront pas les derniers. Hein. Malheureusement, les projections sont claires là-dessus. Mais du coup, en fait, ils ont pu tenter des choses. Alors, c'est pas forcément parfait. Il y a clairement eu des dégâts. Et moi, mon constat là-dessus, et ce qu'on retrouve par ailleurs, c'est que souvent, les personnes qui ont fait le plus d'efforts en amont, en se disant voilà, on va vers des problèmes, moi je vais essayer de résoudre ma dépendance ou d'aller dans la bonne trajectoire. Ces gens-là, en général, ils se retrouvent sacrifiés par une décision politique qui fait que, en fait, on va lors de la crise, contenter les plus mécontents qui sont souvent les plus nombreux. Donc, 2 exemples. Je pense que c'est pas clair. Pendant la sécheresse, le préfet a décidé de faire un arrêté sécheresse et pour ne pas avoir trop d'impact sur tout le monde, il a dit voilà, on va faire un truc. C'est quelqu'un qui parlait de justice, juste et sentir. Voilà, il a dit
50% en moins d'eau pour tout le monde. Mais 50% en moins d'eau pour tout le monde quand vous êtes en irrigation gravitaire, c'est-à-dire que vous faites couler beaucoup d'eau dans votre champ et que vous en prenez un petit peu, ben, ça ne fait pas beaucoup d'impact. Alors que les gens qui avaient transité au goutte à goutte, ben, eux, ça les a tués. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Ceux qui avaient fait l'effort de réduire leur consommation d'eau, avec ça, parce que c'était une décision simple, 50% pour tout le monde, mais elle n'était pas juste, en fait. Elle n'était pas équitable. Et l'autre exemple, c'est pour... c'est l'histoire je dirais, de la pollution. Hein, les bio avec la crise économique, ils s'en prennent. Enfin, ils ont beaucoup de problèmes pour vendre. Mais qu'est-ce qu'a fait l'État? L'État, lui, il a fait un nouveau label, haute valeur environnementale. Moi, je connais très bien ce qui. Enfin, il y a sans doute des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi, mais je connais assez bien ce qu'il y a derrière. Vraiment, pour l'eau, c'est une catastrophe. mais si vous regardez le label, franchement, haute valeur environnementale ou bio, vous ne faites pas trop la différence. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont cru que finalement, acheter bio ou haute valeur environnementale, c'était pareil, c'était super. Haute valeur environnementale, quand même, ça veut dire quelque chose. Et donc, ils ont aussi arrêté d'acheter bio parce que voilà, ils n'ont pas les moyens non plus. Et voilà. Et en fait, voilà, les gens qui faisaient tout cet effort de sauvegarder une eau de qualité, finalement, ils ont subi cette chose. Donc voilà, je dis souvent, sur l'eau, on a une espèce de prime aux mauvais élèves. Voilà. Bon, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais alors c'est vrai que c'est pas très joyeux puisqu'on a l'impression que c'est au pied du mur que la discussion commence, quoi. Oui, moi je voulais. Il se trouve que j'ai grandi dans les Pyrénées-Orientales, donc c'est un département que je connais extrêmement bien. Et Le Monde du 23 octobre dit la chose suivante. Le président de Perpignan Méditerranée Métropole, Robert Villa, ne partage pas ce point de vue, le point de vue du maire communiste d'Elne sur les difficultés avec l'eau. Le changement climatique, il faut rester prudent. Nous avons tous en tête qu'à l'avenir, on reviendra à une situation hydrique plus favorable, normale. Il est maire de Saint-Estève, qui est une commune à côté de Perpignan, et président de la commission locale de l'eau. Donc je pense que on a un chemin, mais énorme, quoi, absolument énorme. Et une fois encore, c'est un département que je connais extrêmement bien. J'y vais tous les ans. Et il dit aussi, j'ai demandé aux clubs sportifs de ma commune de réduire leurs activités. Comme ça, on met en sommeil les douches et l'entretien des locaux. Et on ira chercher de l'eau ailleurs. Enfin, voilà. Non, mais tout à fait. Hein. Vous pouvez rester là, Elsa. Hein, on avait promis une table ronde à 3. Donc vous êtes, Restez là. Alors ça, c'est un constat qui est assez, comment dirais-je, un peu déprimant. Est-ce que dans ce qui a été évoqué cet après-midi, il y a des points un petit peu galvanisants que vous voudriez mettre en avant? Oui, alors moi j'ai trouvé dans la discussion qu'il y a eu cet après-midi, il y a quand même un aspect que j'ai moins vu. Bon, on a parlé communication, mais moi je trouve le citoyen... Le citoyen, c'est pas rien, quoi. Donc c'est pas uniquement parce qu'il vote, mais bon, il se trouve que sur l'eau, on a encore eu quelques manifestations citoyennes qui ont un petit peu fait parler. Et moi, je constate qu'il y a une montée en compétences très forte des gens qui sont en général opposés à des projets. Et honnêtement, un mouvement comme les Soulèvements de la Terre a pu permettre un partage de compétences que je trouve assez impressionnant, personnellement. Et je pense que c'est quand même super important parce qu'on a parlé d'associations environnementales. On sait bien que voilà, les jeunes, je vous regarde, souvent sont capables de se mobiliser de façon vraiment très impliquée, etc. Et puis, c'est dur de se prendre des fêtes. Et puis, après, ça tombe. Et finalement, on voit que dans les choses qui gagnent dans l'environnement, vous avez peut-être vu le dernier rapport sur les luttes victorieuses, hein, ça prend du temps. Et c'est souvent des associations qui vont aussi en justice sur des temps longs. Et c'est pas toujours là où il y a les plus jeunes. Mais néanmoins, eh bien là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes qui montent beaucoup en compétences, qui sont capables de faire des dossiers pour que finalement, on puisse aller jusqu'au contentieux. Et je pense qu'il y a aussi toutes ces personnes-là qui sont pas qui sont pas des hauts fonctionnaires, qui sont pas des... Voilà. Mais souvent, c'est des scientifiques justement qui s'engagent, non ?
Alors, pas forcément. C'est des gens qui ont une formation Il y a vraiment scientifique. des gens parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos partout, mais je pense que nous, en tant que scientifiques, on devrait pouvoir apporter justement des éclairages. D'ailleurs, on le fait, mais voilà, mais c'est pas très, c'est très informel. On peut apporter des compétences aussi à ces gens qui se mobilisent. Alors, voilà, là, on va dire, voilà, vous êtes militant parce que vous êtes allé former. Bon. On est militant, donc on est militant, on n'est pas militant. Mais oui, on peut aussi. Moi, je trouve qu'en tout cas, je suis très impressionnée par cette montée de compétences. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Luc. Oui, mais puis, de toute façon, historiquement aussi, quand même, le mouvement de protection de la nature, on parlait de ça dans les années 70, on s'exprimait comme ça. Ce qui a donné aujourd'hui les mouvements pour la transition écologique, etc. C'est quand même beaucoup parti du mouvement associatif. La conférence, faut jamais oublier que, par exemple, dans le domaine de la biodiversité, le mot, il a été lancé pendant la conférence de Rio. La conférence de Rio, c'était une conférence politique avec des ONG, donc c'est quand même pas mal parti, de toute façon, de la société civile. Et bien sûr, depuis, il y a toujours eu des compétences très fortes dans le secteur associatif. C'est des gens, là, des militants au sens très positif du terme, c'est pas des illuminés qui ont des idées fixes, c'est des gens qui remarquent quelque chose, qui sont intéressés par un enjeu et qui se forment, qui s'auto-forment. Il y a des compétences dans les associations qui sont souvent complètement impressionnantes et comme je disais, il y a souvent quand même, soit officiellement, soit dans l'entourage, des scientifiques qui passent par le secteur associatif. Mais je pense que l'autre intérêt du secteur associatif aussi, c'est que dans le contexte de tension sociale qu'on vit aujourd'hui, le secteur associatif, comme à mon avis d'ailleurs le secteur syndical ou d'autres collectifs d'individus, c'est un lieu où on peut justement... Des soupapes un peu, non ? Se battre, transformer sa colère en projet, se former. Et donc finalement, c'est des lieux où on peut jouer le jeu de l'intelligence collective qui... finalement, fonctionne pas mal. Si on reprend la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu vraiment un échantillonnage représentatif de la société française. Donc ça veut dire qu'il y avait 95% des gens qui étaient, qu'on pourrait considérer comme incompétents sur le domaine du changement climatique. Ils ont eu accès à l'expertise. D'ailleurs, ce n'est pas les experts qui ont parlé aux citoyens, c'est les citoyens qui sont allés chercher les experts, ce qui est un peu différent. Et finalement, ils ont élaboré en quelques jours, quelques week-ends prolongés. Mais c'est quoi, 30 jours au total, quelque chose comme ça? Oui, des mois, mais c'était 3 jours par semaine. On est d'accord. On est d'accord. Ils se sont formés et ils ont sorti un projet qu'on peut toujours critiquer, etc., mais qui est cohérent. Donc on voit que quand on se donne les moyens, et le moyen numéro 1, c'est le temps, on pourrait d'ailleurs en reparler pour les enseignants-chercheurs, eh bien, on peut faire le pari de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on peut avoir un empowerment, comme on dit en anglais, de beaucoup de gens, à condition qu'on crée les conditions favorables. Et les conditions favorables, c'est d'abord un peu de temps. Moi, j'aimerais compléter aussi là-dessus. Il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est l'acquisition de données citoyennes. C'est le cas typiquement pour les stocks, il me semble, en tout cas les observations d'oiseaux. Là, la science participative, d'une façon générale. La science participative. Mais en fait, nous, en hydro, on se retrouve assez démunis par des moyens, je dirais, classiques. L'État prend pas en charge forcément tout ce qu'il faudrait. Et il y a de plus en plus de réseaux qui se développent, d'observations, de données, qui sont faites par des citoyens qui s'organisent pour observer. Ça, c'est fort aussi, je trouve. Mais du coup, ça rejoint un petit peu ce qui se faisait déjà en écologie. Et je pense que c'est aussi fort parce que les gens, du coup, comme ils observent, ils apprennent beaucoup, je pense. Mais ça, on revient à la question de l'engagement du scientifique. Cette suspicion de prendre parti, vous la ressentez dans votre pratique Moi, je me sens pas engagée et je me sens pas militante. Bon, alors après... Non, mais vous prenez la parole sur ces sujets. Donc, à cet égard, il y a forcément des projections qui sont faites
sur vos positions. Moi, des fois, parfois, je parle à mes collègues de FNE et je dis, mais vous considérez comme militant? Moi, j'ai juste l'impression que vous faites respecter la loi, en fait. Pour moi, c'est comme si on disait à l'OFB qu'ils sont militants, en fait. Et à un moment, on en est là, en fait. Vraiment, on en est à dire, là, l'État fait des choses qui ne sont pas compatibles avec la loi. Les associations environnementales font respecter la loi. Moi, j'appelle pas ça du militantisme. Mais visiblement, cette définition-là n'est pas partagée. Donc le fait de dire voilà, là ici il y a un problème, je sais pas, après je sais pas, je peux pas dire. Oui, moi je peux compléter. Alors du coup, moi j'aurais pas de difficulté à me dire à me revendiquer comme militant, mais militant de la science. Je me considère pas mal comme ça. C'est-à-dire, je crois dans l'utilité d'essayer d'objectiver. La démarche scientifique, c'est quand même ça. On essaye d'objectiver, même si on sait très bien qu'on y arrive mal, parce que, etc. Mais on essaye de se doter des méthodes, etc., qui permettent d'objectiver le monde. Et moi, je pense que ça, c'est extrêmement important pour être capable de piloter cette planète de façon qui permette d'arriver à cette situation désirable dont on parlait. Donc oui, je crois que la science, elle a un rôle à jouer là-dedans, et que c'est bien qu'on puisse tenir compte de la donnée scientifique, du mode de raisonnement scientifique, en complément d'autres visions. Mais il faut défendre, c'est l'utilité sociale de la science. La science est utile tant qu'elle est honnête, tant qu'elle est à la recherche de l'objectivité. Et la science de qualité, donc seule la science de qualité a une utilité sociale forte. Et pour que la science soit de qualité, il faut qu'elle puisse s'exercer d'abord selon la logique scientifique et les méthodes scientifiques. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on est dans une bulle qui est fermée. Parce qu'on fonctionne comme ça, on peut objectiver le monde, justement. Et ça, c'est tellement utile au moment où on parle des fake news, du ressenti, de ci, de ça, ok. Mais il y a des faits, et il faut qu'on expose les faits. Et en ce sens, moi, je suis un militant de la science, je défends le rôle de la science dans ces histoires-là. Mais pour compléter, du coup, moi, je constate quelque chose sur donc toujours mon milieu, hein, c'est que en fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord sur la trajectoire, c'est qu'on n'est pas d'accord sur l'objet, l'objet même du dissensus, typiquement scientifique, agriculteur. Bon, je vous cache pas que les scientifiques sont pas extrêmement contents des dernières décisions qui a eu lieu sur l'agriculture, hein. Mais en fait, quand on est en tête à tête là comme ça, qu'on discute sur une région. Donc, par exemple, donc, la dernière fois, moi, c'est un collègue qui me disait, mais regarde, là, je draine le sol, c'est beaucoup mieux parce que du coup, ça évite des inondations. Et il me dit, cette terre agricole non drainée, elle serait inondée. Moi, je lui dis, mais c'était pas une terre agricole, c'était une zone humide. Donc c'est là où on voit que c'est pour ça que je dis, c'est vraiment il y a une trajectoire à changer, il y a des corrections à faire. On est parti sur un système où en fait on a fait moi je considère qu'on a fait des bêtises qui nous amènent à adopter une espèce de pansement. Ce pansement crée un autre problème, on va créer un autre truc pour corriger ce deuxième problème. Et en fait, sur le constat de base, en fait, ce que tu appelles terre cultivée, moi j'appelle ça zone humide. Donc voilà, et le problème, il est là de base, quoi. En fait, on peut parler beaucoup de choses, mais en fait, on ne partage pas ce premier état. Alors, vous parlez de science utile, on a parlé de science utile, de science qui sert à quelque chose, et la science fondamentale alors là-dedans, parce que ça pourrait être une tentation de dire que la science qui sert à rien, elle sert à rien, quoi. Non, mais la science la plus utile, c'est celle qui justement sert à rien, puisque c'est elle qui va créer des nouveaux concepts. Si on veut progresser dans la gestion de l'environnement, il faut créer, dans l'environnement ou n'importe quoi d'autre, on a besoin d'idées nouvelles. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un défenseur farouche de la science fondamentale. J'aime pas ce mot-là, parce que justement, ça veut dire qu'il y a la science fondamentale qui sert à rien et la science appliquée qui sert à quelque chose. Non. Si on veut faire de l'innovation dans la gestion des sociétés, on a besoin d'innovation conceptuelle. Et donc ça, c'est le boulot de la science dite fondamentale. Nos problèmes d'environnement aujourd'hui, on l'a assez dit, ils sont liés au fait qu'on n'a pas géré les choses de manière systémique. Ok, mais si on ne l'a pas géré de façon systémique, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire systémique quand on considère le socio-écosystème. Donc, si on veut vraiment avancer sur l'environnement, il faut créer des connaissances nouvelles bâties autour de cette notion de système complexe, de systémique, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, le savoir fondamental, ça pose des cadres.
quand en biodiversité, on arrive par exemple à pratiquement une loi, on pourrait presque parler de ça, qui dit qu'il y a un lien positif entre le nombre d'espèces et puis la productivité en forêt et la résistance aux maladies, ben ça c'est de la recherche fondamentale et ça donne un guide pratique qu'on utilise pas d'ailleurs. Mais voilà. Et donc, moi je trouve que cette distinction est mortelle. Encore une fois, le fondamental, ça ne sert à rien, le pratique, c'est utile. Donc là, on est mort. On a besoin d'idées nouvelles en permanence si on veut avancer, notamment si on veut avancer sur la complexité. Un commentaire là-dessus, non, Florence Zabès ? Moi, je suis complètement d'accord. Non, mais c'est sûr. En plus, moi, je vais faire partie de ce milieu-là qui, nous, on n'est pas. Le CNRS, il est toujours aux frontières. Nous, en hydrologie, vraiment, c'est un peu la base, quoi, je dirais. Et donc, c'est pas. on a beaucoup de choses qui pourraient sembler connues. En fait, les inconnues sont malgré tout nombreuses. Et ça n'empêche pas, effectivement, qu'il y a beaucoup de recherches à faire, y compris dans les processus. En fait, il y a encore des processus qu'on ne comprend pas. C'est vrai qu'on se dit, l'urgence, elle n'est peut-être pas d'affiner la connaissance de ce processus, vu l'énorme gap qu'il y a là. Mais néanmoins, voilà, je pense que ça reste important. Et après, la pluridisciplinarité, c'est un enjeu et ça prend du temps. Et voilà, nous, on est dans un milieu très pluridisciplinaire quand même. Mais voilà, ça reste un enjeu. Alors, il y a monsieur qui a une question, là. Vous avez le micro, monsieur, parce qu'on enregistre. J'ai beaucoup aimé l'opposition de la zone humide et du terrain agricole cultivé, et ça m'a rappelé que ce qu'on appelle le potager du roi à Versailles est un terrain totalement artificialisé qui s'appelait à l'origine l'étang pourri, et que globalement le domaine de Versailles est une zone humide continentale aménagée en infraction totale à la loi sur l'eau. L'approvisionnement des fontaines du parc de Versailles est une invraisemblance technique. Derrière vous, monsieur, peut-être vous pouvez passer derrière vous le micro. Merci. Donc, j'interviendrai pas en tant qu'enseignant-chercheur en informatique ni responsable de formation dans ce domaine, mais plutôt en tant que politique et sur la thématique de l'eau, justement, en politique en charge d'un syndicat de production d'eau potable. Et un peu en lien avec la remarque de Jean Joussel initiale, disant qu'on était un peu au creux de la vague en termes d'écologie, moi j'y vois aussi quelques éléments auxquels je suis confronté directement. Typiquement, la consommation d'eau potable en France a tendance à diminuer, dont on pourrait se féliciter. Mais en tant que responsable d'un syndicat d'eau potable, de la production d'eau potable, mes coûts ne vont pas diminuer. Et donc, par exemple, le prix de l'eau va augmenter. En fait, le prix au mètre cube de l'eau. Donc, je vais envoyer un signal prix, finalement, au consommateur qui va être un petit peu à l'encontre. De même, hier soir, sur un conseil municipal, il était question de faire voter le financement des agences de l'eau, toujours sur la thématique eau. Donc là, levée de bouclier, une taxe supplémentaire, un impôt supplémentaire. Et là encore, je disais, une réaction négative des citoyens ou de leurs représentants. Est-ce que le creux de la vague, il n'est pas dû au fait que maintenant, il ne s'agit plus que de paroles, mais aussi de modification de comportement avec une perception négative à court terme de l'impact de ce qu'on voudrait mettre en œuvre? Merci pour votre question. L'eau, c'est effectivement l'eau potable, je dirais, fait face à un enjeu, je pense assez effroyable. L'Europe parle d'état d'urgence pour tous les polluants qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, on va vraiment vers une grosse technologie à faire pour mettre au niveau nos usines d'alimentation pour être capable de produire de l'eau aux normes de potabilité. Voilà. Et donc ça va avoir un coût gigantesque. Et aujourd'hui, ce coût, on le fait payer qu'aux consommateurs, aux citoyens. On ne le fait pas du tout payer aux autres acteurs. Donc évidemment, il y a un gros problème. Et moi, sur ce côté-là, je suis très inquiète parce que effectivement, en tant que consommateur d'eau potable, faut pas oublier, on parle tout le temps d'agriculture, mais l'eau, c'est quand même un aliment qu'on peut pas éviter, quoi. On en a besoin.
Mais on va être capable peut-être de faire tout un tas de process. Donc il y a le problème du coût qui est injuste, inéquitable, et on ne fait pas payer les gens, et quelque part on s'en fiche un peu, je crois quand même, dans le sens où ça va faire peut-être monter le PIB. Je ne sais pas si les économistes sont d'accord là-dessus, si on crée des nouvelles usines. Mais en tout cas, on va pouvoir faire des usines basse pression, osmose inverse, basse pression, etc. Mais du coup, on va dégrader le milieu, on va laisser dégrader le milieu naturel, où vivent pourtant tous les animaux, les poissons, mais aussi, évidemment, tout le monde, tous les animaux se nourrissent, s'alimentent en eau dans ces milieux-là. Et on va le laisser se dégrader, sous prétexte que nous, en fait, on sera capable de dépolluer notre eau, et qu'on met tellement d'argent à dépolluer notre eau qu'on ne va plus en mettre à préserver la ressource en qualité. Et donc ça c'est vraiment, je dirais, le choc qui nous attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les efforts de prévention de la pollution ont été en quasi total échec. Je parle notamment d'éco-phyto, mais pas que, parce que maintenant, il y a tout un tas d'autres polluants. Et donc, on va avoir un coût énorme à la dépollution. Donc, quelle place on va laisser à la prévention, sachant que la prévention, c'est tout le reste du vivant qui boit cette eau-là. Donc, voilà, c'est un enjeu majeur, je pense. J'ai pas de réponse. Et Joselle, il y a le micro arrive là. Un autre point, c'est pas pour intervenir, mais on est quand même dans un climat de fake news et puis de scepticisme général, pas simplement vis-à-vis du climat, mais par rapport à la science. Il suffit de regarder dans le mur qui s'est créé devant l'INRA il y a quelques jours. Et moi, j'aurais bien invité Jean-Gabriel Ganassia à dire quelques mots de ce que peut nous apporter une intelligence artificielle, Jean-Gabriel. Puisque tu as un projet. Merci de cette invitation. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur ce qu'on appelle les infox, ou en anglais les fake news, même si je trouve que le terme fake news ne devrait pas trop être employé, parce qu'il a été introduit par Donald Trump il y a un certain nombre d'années pour expliquer que les informations que véhiculaient les journaux étaient fausses, et qu'il fallait les rétablir. Mais donc, ce qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on peut détecter des éléments d'information qui seraient visiblement erronés. Alors c'est très difficile parce que on n'a aucune façon de détecter le faux, mais parce qu'on ne confronte pas les faits à la réalité. En revanche, et dans le domaine du climat, je crois qu'on a un terrain qui est avantageux, c'est qu'on a quand même des sources de référence, et en particulier tous les travaux des scientifiques, ceux du GIEC, qui sont accessibles à tous. Et ce qu'on commence à faire donc, dans mon équipe depuis un certain temps, donc on travaille au LIPSIS, qui est un laboratoire de Sorbonne Université, c'est d'utiliser les techniques modernes d'intelligence artificielle pour essayer de confronter les informations qui sont diffusées un peu partout à ces sources de référence pour essayer d'alerter sur des informations qui seraient totalement erronées, et puis éventuellement trouver des signaux faibles s'il y a de nouvelles informations qui arrivent. Alors, bien sûr, ça ne donne pas le mode d'emploi, c'est-à-dire qu'une fois que des informations fausses ont été détectées, on ne sait pas très bien quel chemin suivre. Et il y a très longtemps, donc moi j'étais au comité d'éthique du CNRS, et ensuite je l'ai présidé, et on avait écrit, c'était en 2018, donc un rapport sur la difficile posture du scientifique à l'ère de la post-vérité. Comment est-ce qu'on peut faire, sachant qu'on a des éléments, et Luc dit oui, on est des militants de la science, je crois que c'est important. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on est des militants de la science. On est des scientifiques et on a comme devoir de faire savoir à tous ce que sont nos conclusions en tant que scientifiques. Mais justement, il est très difficile dans l'espace public actuel, où il y a un désir d'horizontalité, de se draper dans notre toge d'universitaire pour imposer ce qui serait une vérité. Donc il faut qu'on trouve des stratégies, je crois, et c'est vraiment essentiel pour la survie de tous. Et surtout, c'était vrai au moment en 2018, vous vous souvenez, c'était la première mandature de Trump. Là, je pense qu'on va se retrouver dans une situation encore plus difficile aujourd'hui, et je crois que ce sont des questions urgentes. Donc
scientifiquement, voilà, ce qu'on essaye, c'est apporter modestement notre contribution sur la détection des fake news. Mais ensuite, je crois qu'il faudra, et c'est peut-être là où des associations comme le MURS peuvent essayer d'aider, de réfléchir aux stratégies qu'on peut employer pour essayer de faire prendre conscience à l'ensemble de la société des enjeux. Je voudrais rajouter une autre chose. Donc, quand la deuxième mandature du comité d'éthique du CNRS, je l'ai présidé, c'était au moment de la crise du Covid, ou de la Covid, je ne sais pas si ou la Covid, mais peu importe. Mais à ce moment-là, vous vous souvenez, enfin, les premiers jours, on était tous enthousiastes parce qu'il n'y avait jamais eu autant de scientifiques dans les médias et on s'est dit, ils vont apporter la bonne parole. Et on a vite déchanté. Et on s'est rendu compte que justement, il y a tout d'un coup, on a été pris à revers. Donc, je crois qu'il faut être vraiment extrêmement attentif à cela. Il y a parce que bon, la logique des grands médias de masse, je ne parle pas de médias comme Science et Avenir, bien sûr, la logique des chaînes d'information fait que, bien sûr, on peut complètement tordre l'information. Et donc, je ne sais pas comment il faut faire, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion générale sur le sujet. Mais c'est frappant l'exemple que donne Jean-Gabriel Ganassia, parce qu'à propos de pluridisciplinarité, finalement, si je fais l'avocat du diable, à l'époque du Covid, on n'avait pas de virologue, alors on invitait des épidémiologistes. Donc la pluridisciplinarité, il y a des moments où ça ne marche pas quand même. Ah oui. Alors, on a le sénateur Ronan Dantec qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'avoir contraint votre emploi du temps, puisqu'il y a eu des soubresauts cet après-midi. Oui, un peu une loi spéciale qui n'était pas prévue. Bon, alors, et malgré cette loi, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Bon, évidemment, on a parlé de la façon dont il pouvait y avoir une articulation entre le monde des scientifiques et celui des politiques. Vous avez vécu ça très récemment, là, avec le gouvernement précédent et les plus 4 degrés. Et ces plus 4 degrés, ça a été une façon, comme vous me le disiez au téléphone, Enfin, il y a un moment où il faut forcer un peu la main, quoi, du scientifique. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter ça? Oui, alors, vraiment, je suis désolé pour mon retard, parce que je suis extrêmement intéressé par notre dialogue. Donc je m'excuse par avance pour la violence de mes propos pour commencer. Donc j'accroche le débat au moment où je le trouve. Donc vous étiez là parti plutôt sur la contestation réelle par les médias, par certains scientifiques d'ailleurs, de ce que dit le GIEC. Donc en fait la contestation du consensus scientifique. Mais en fait, ce n'est pas de ça du tout dont je vais vous parler. Ce risque existe, on est bien d'accord, il est sur la table, il est caractérisé. Je le connais un peu parce que c'est un moment de traumatisme dans ma vie, et ça va parler à certains d'entre vous. Il se trouve qu'il y a vraiment longtemps, j'ai une quinzaine d'années à peu près, j'ai fait un débat avec Vincent Courtillot dans une salle où il y avait 2000 personnes. Moi, j'ai été le politique, lui, c'était le scientifique. Donc, il avait la salle avec lui. À un moment, j'ai même cru que j'avais réussi à le coincer à force qu'il se prenne pour Galilée. Donc, on pouvait commencer à tirer le fil psychiatrique du fait qu'il se prenait constamment pour Galilée. Mais je l'ai raté quand même. C'est-à-dire, il n'a pas perdu sa salle. 2000 personnes. Et pourtant, vous le savez tous, il racontait que des conneries. J'ai un peu d'expérience de cette contestation du fait scientifique par d'autres scientifiques. Une expérience personnelle. Mais ce n'est pas du tout de ça dont on va parler. Moi, j'ai un vrai problème avec vous, pas avec Jean en particulier, même s'il supporte le Stade Rennais, nul n'est parfait. C'est quand même que le scientifique est là pour douter. Ouais. Bah, aller faire des politiques publiques avec des gens qui doutent, ça aide pas du tout. Et donc, on avait un exemple assez extraordinaire de ça, qui est le portail, pour ceux qui le connaissent, le portail DRIAS, mis en place par l'État
pour justement accompagner l'action des acteurs publics, notamment des collectivités, sur le climat. Et donc, DRIAS mettait tous les scénarios possibles et imaginables. Et l'élu de bonne foi qui voulait agir et comprendre ce qui allait se passer, il rentrait dans DRIAS et il n'en sortait plus. Et il ne savait pas, en fait, que faire. Il sortait de là, il n'était pas beaucoup plus avancé, voire même il avait reculé, même s'il était de bonne foi sur le fait qu'il voulait agir. Et on a mis en place, et ça je suis assez fier de ce qu'on a fait avec Virginie Schwartz, la patronne de Météo France, un autre portail qui s'appelle Climadiag. Celui-là, on l'a travaillé ensemble, moi avec ma casquette de président de la commission spécialisée adaptation du CNTE et Virginie et ses équipes, et avec des élus locaux, avec le mandat qui était donné à Météo France, où il y a des vrais scientifiques à Météo France. Le mandat qui leur était donné, c'était écraser l'incertitude. En fait, j'ai besoin que vous écrasiez l'incertitude, que vous la piétinez sauvagement, que vous la fassiez disparaître. Parce que s'il y a trop d'incertitude, il n'y a pas d'action. Et moi, j'ai besoin qu'on agisse. Et ça, je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas un défi plus redoutable que de se battre contre les climato-sceptiques avec les endroits, l'Académie des sciences. On voit bien où sont leurs tanières. Comment fait-on pour faire en sorte qu'il y ait une action collective étayée si on garde trop d'incertitudes? Alors, le GIEC a un peu travaillé là-dessus. C'est les consensus du GIEC, c'est déjà un peu ça. On écrase un peu. Enfin, le GIEC fournit des scénarios. Et le plus 4 degrés en France, qu'on a travaillé avec Christophe Béchu, qui a été un bon ministre sur ces questions-là. On n'est pas du tout de même sensibilité politique, donc je peux le dire facilement. Ça a été effectivement de se dire à un moment, si on veut qu'il y ait action, il faut une trajectoire. Et pas des scénarios, une trajectoire. Et on a pris le plus 4 degrés que certains scientifiques portaient aussi, notamment, moi j'ai fait un débat à la Cour des comptes avec Christophe Cassou, on a la photo, on est tous les deux, et il avait sa diapo plus 4 degrés. Donc on a pris le plus 4 qui correspond globalement à ce que les scientifiques disent de ce que sera la trajectoire d'augmentation des températures en France par rapport à ce qu'on sait des engagements des États après Glasgow dans le cadre de l'accord de Paris. Mais c'est pas si simple en fait. Et le problème maintenant, donc on a pris le plus 4, on est les seuls en Europe à l'avoir fait. C'est-à-dire le sommet de Liège que Climate Change a organisé l'année dernière avec le gouvernement wallon, par exemple, on n'a pas réussi. Mes copains écolos qui, eux, sont de même tendance du gouvernement wallon ne voulaient pas d'une trajectoire plus 4, qui était un peu la démission, le climato-fatalisme, ça y est, on arrête d'agir. Donc la France, au moins, on est allé jusque-là. Et maintenant, je vais encore avoir besoin que vous travailliez à partir de là sur, ça va être quoi la réalité scientifique du plus 4. Où là, vous allez encore me remettre du doute. Je vous connais. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas si sûr. Ouais, si c'est pas si sûr, on agit comment? Donc, en fait, moi, je suis vraiment... j'étais vraiment ravi, je suis vraiment encore désolé de mon retard, mais je voudrais qu'on discute de ça, de savoir comment vous, qui êtes là quand même pour vous interroger sur vous-même et douter de vous-même et de vos résultats en permanence, c'est la base, je suis scientifique au départ quand même, je ne suis pas un littéraire, mais comment on fait malgré tout pour se dire, à un moment, le probable c'est ça. Et on va étalonner, quantifier l'action publique par rapport à ça. On l'a fait maintenant sur une trajectoire. C'est bien passé. Tous les avis que j'ai présentés au CNTE en soutien ou au CESE ont été adoptés à l'unanimité. Donc, on voit bien que les acteurs sont globalement OK avec ça. Mais maintenant, il va falloir le faire secteur par secteur, rentrer vraiment dans le dur, faire aussi en sorte, et alors là, c'est encore une autre question, d'être relativement, je dis bien relativement, parce qu'on va évidemment dire qu'il faut continuer à agir sur la réduction des émissions, il n'y a pas de débat entre nous là-dessus, mais relativement rassurant quand même sur le fait que pour qu'il y ait action, il faut que les gens se disent ça va marcher. Si on leur dit, mais alors, passer le plus 3, vu les boucles de rétroaction, vu ce qu'on va larguer comme méthane dans le permafrost, avec le permafrost, tout c'est mort. Non, ça, je ne peux pas. Sinon, personne n'agit. C'est pas possible.
Donc, comment on va travailler ensemble pour vraiment essayer de se donner secteur par secteur, problème par problème, une trajectoire du probable pour qu'on quantifie l'action publique en face. Voilà. Florence Abetz, renoncer au doute quand on est scientifique, c'est pas possible? Alors, moi, je dirais que j'ai pas de doute. Par contre, moi, je sais que je ne sais pas. J'ai pas de doute. Non, mais c'est clair, l'hydrologie de dans 30 ans, moi, je peux. C'est pile ou face, quoi. Plus ou moins. Par contre, j'ai aucun doute. Il y aura plus de sécheresse, il y aura plus d'inondations. Ça, je suis OK. Mais par contre, vous voyez, c'est un peu subtil, hein, mais quelque part. En fait, c'est ce que je vous reproche, Ouais. c'est votre subtilité. Mais non, mais je suis désolée, mais il y a des adaptations. Il y a des gens qui vont dire voilà, il pleut plus en hiver, je vais construire un tas de bassines. Je suis désolée, c'est pas certain, pas dans les 30 ans qui viennent. Et même pas dans les 100 ans qui viennent, parce que effectivement il y a d'autres choses qui jouent, mais je pense que c'est pas grave de se savoir qu'on ne sait pas. Je suis désolée, mais c'est votre habitude en tant que politicien. Vous ne connaissez pas la trajectoire économique des 30 ans qui viennent. Pourquoi vous avez besoin de connaître exactement les 30 ans de précipitations à venir? Parce que pour la température, je suis d'accord, il y a moins d'incertitudes, mais pour les pluies, oulala, bon. Eh ben voilà. On part pas bien. Je vais en rajouter une couche, du coup. On est à 4 degrés, il ne faut pas dire qu'il y aura des rétroactions qui vont aggraver la situation, etc. Parce que ça, pas trop, parce que ça peut paralyser pour l'action. Oui, mais peut-être que, moi, de ce que je comprends aujourd'hui, des impacts des 3 degrés, donc nos moyennes mondiales, c'est-à-dire 4 et quelques pour la France sur l'agriculture, sur la biodiversité, probablement sur les sociétés à l'échelon mondial. Moi, ce que je dis, pour l'instant, je vais me faire taper dessus, mais c'est que c'est pas possible. On ne peut pas s'adapter à ça. Donc, est-ce que c'est pas ça à un moment donné qu'il faut dire? Et donc, il faut redonner du poids à l'action en amont. Parce qu'à force de dire on va s'adapter, on a l'impression qu'on va s'adapter à tout. Non, il y a des limites à l'adaptation. Alors là, on est dans un débat, on ne va pas tenir les horaires que vous aviez prévus, surtout vu l'heure à laquelle je suis arrivé. Moi, alors, là, je ne suis vraiment pas d'accord. Autant sur l'hydrologie, moi je suis finistérien, donc il pleuve un peu plus, un peu moins, ça ne changera rien. Mais on ne peut pas dire qu'on ne s'adaptera pas à +4. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que là, d'un point de vue macroéconomique, d'une manière totalement lucide, vu l'inertie des sociétés des grands pays émergents, le 2 degrés, je suis désolé Jean, mais c'est infaisable. Ça n'est plus possible. Il faudrait que Modi se réveille en Inde demain matin en disant « Ah, j'arrête le charbon ». Non, il ne va pas le faire, c'est sûr. Donc l'inertie, notamment des grands émergents, est telle que on ne peut pas y arriver. On ne peut pas. Alors là, j'ai un discours qui pourrait faire en sorte que je sois brûlé en place de grève par mes copains écolos, mais finalement, même pas. Finalement, je me disais, donc on a laissé Béchu monter le premier en disant si il se fait taper, il nous protégera, mais en fait, non, il ne s'est pas fait taper, moi non plus. Mais l'inertie du développement et le fait que la plupart des pays de cette planète, y compris la plupart des Français, arbitrent toujours développement avant climat, fin de mois, avant fin du monde, et surtout survie avant fin du monde, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Inde et dans d'autres pays, on y va aux 3. On y va. Après, on n'est pas en train de dire que l'espèce humaine va disparaître. C'est pas de ça dont on parle. L'Arabie Saoudite, il fait chaud. Hein. Là, on dit aujourd'hui, on va avoir à Paris à peu près le climat de Séville. C'est à peu près comme ça qu'on le vulgarise. Donc le climat de Séville d'avant la révolution industrielle. Séville, avant la révolution industrielle, c'est le centre du monde. À peu de choses près. C'est de là que partent les grandes expéditions, Christophe Colomb et compagnie. C'est une grande puissance, Séville. Bon, donc avec le climat de Séville, on peut être une grande puissance, par exemple. Ça, c'est un fait. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas tanguer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas tanguer. Ça va beaucoup tanguer.
Là, on se rejoint. Mais il faut lucidement se dire, sur 30 ans, là, c'est un peu ma différence d'ailleurs avec le scénario proposé par l'État, qui met plutôt le 4 degrés à la fin du 21e siècle. Moi, je me le mets dès 2050. Parce qu'en fait, ça dépend de comment on écrase là. Est-ce qu'on parle du 10 ans, de 35 ans, enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Donc moi, je le mets avant. Je le mets sur 30 ans. Je dis sur 30 ans, on est à plus 4. Donc, on quantifie l'action publique à la hauteur de ce défi. Mais on ne dit pas on n'y arrivera pas. Si on dit on n'y arrivera pas, on fait quoi? On attend que ça se passe, on danse sur le pont du Titanic. Mais on est dans ce moment assez redoutable où il ne faut pas à la fois atténuer l'effort à faire. Là-dessus, on se rejoint. Moi, je ne suis pas du tout là pour dire on atténue l'effort. Mais on essaye vraiment de hiérarchiser. C'est assez matriciel en plus. Parce qu'il y a des temporalités, il y a des secteurs, il y a des facteurs économiques. Donc, on essaye lucidement de se dire sur quoi on fait porter l'effort le plus vite, sur quoi la science a besoin de travailler et sur quoi on met des moyens de recherche dans un temps court. Pour moi, on est vraiment dans ce moment-là, qui est un mouvement assez retard. Mais j'ai bien vu un début, y compris notre ami Laurence Tubiana a dû tweeter un truc comme ça, un +3 au niveau mondial, on ne s'adaptera pas. Ben si, on va s'adapter, il n'y a pas le choix. Donc on va s'adapter. Et on va essayer de faire en sorte que ça soit le moins douloureux possible, alors qu'on sait tous que ça va tanguer. En fait, c'est ça. Ce que vous appelez adapter, c'est souffrir mais survivre. Oui. François. Oui, puisqu'on a la réflexion sur comment dialoguer entre scientifique et politique, j'aime beaucoup la façon provocatrice de poser la question, mais on entend bien que au cœur de la démarche scientifique, il y a le doute, et pour l'action politique, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Et puisqu'on est dans un contexte du MURS, moi où j'ai beaucoup appris au MURS, parce que j'ai aussi des sciences du climat, et j'aimerais peut-être les entendre pour répondre. J'ai pas la réponse simple à cette question, qui est une véritable tension, mais c'est ce que font les médecins. C'est-à-dire que les médecins sont confrontés à la même chose. C'est-à-dire que quand il y a un mauvais comportement, il faut en changer, et ils peuvent pas tenir aux malades. Alors l'analogie a ses limites, mais je vois qu'il y a Pierre Corvol, Laurent Degos qui peuvent répondre. Ils peuvent pas dire à quelqu'un. Alors parce que statistiquement, ils savent bien que quand quelqu'un a des symptômes, il peut y avoir des scénarios, multiples qui sont envisagés. Et pourtant, il promet le pari d'une trajectoire. Il faut quand même agir. Donc peut-être qu'on a à apprendre, nous, en tant que scientifiques du climat, je vais dire, de la démarche des médecins. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, mais si Laurent Degos ou Pierre Corvol, qui sont médecins, eux, veulent intervenir, moi, j'ai beaucoup appris à leur contact, en tout cas. Je réponds parce que je suis concerné. Donc, Pierre Corvol, je travaille en plus dans un domaine où il y a beaucoup d'incertitudes qui sont les maladies cardiovasculaires, mais on a des chiffres. C'est-à-dire qu'on parle en fonction de chiffres, avec la pression artérielle systolique, diastolique, et d'autre part l'épidémiologie, qui nous permet d'avoir des suivis. Alors, quand on regarde l'histoire de l'hypertension artérielle, c'est vrai qu'on n'avait aucune manière de prédire les choses, et donc c'était l'empirisme le plus complet. À l'heure actuelle, on est encore, je dirais, dans un certain degré d'empirisme, mais néanmoins, on a réduit la marge d'incertitude. C'est ça le point important. Donc, la réponse d'un médecin scientifique, les deux ne sont pas incompatibles, c'est de dire qu'il faut accumuler, je dirais, les chiffres, faire un travail de fond pour pouvoir, ensemble, essayer de collaborer. Le point important, c'est que tout ceci se fait aussi avec les économistes. Parce que, évidemment, les dépenses de santé sont absolument considérables à l'heure actuelle. Elles vont être calées en fonction des chiffres. Et nos collègues anglais, pour cela, sont bien meilleurs que nous. Parce que si je continue avec l'exemple de l'hypertension qui est facile à suivre, parce qu'on voit quels sont les chiffres et les seuils de pression artérielle, à partir desquels il peut y avoir un risque important d'accident cardiovasculaire. Et à partir de ce moment-là, c'est sur ces chiffres-là que la communauté va décider un remboursement, disons, à 100% des médicaments. En revanche, au Royaume-Uni, si la probabilité est trop faible d'avoir un accident, malgré des chiffres qui peuvent être considérés comme limites, il n'y aura pas de remboursement. Donc moi, je voudrais pas qu'on tombe dans la dictature des chiffres, qui est un autre écueil, qui a bien soulevé, par exemple, Alain Suppiot dans plusieurs ouvrages. Mais je crois que c'est très important d'accumuler les chiffres et d'avoir une concertation à plusieurs
pour savoir ce qu'on en fait et progresser. Voilà ce que je peux dire à notre manière de faire de la médecine prédictive, puisqu'on insiste beaucoup là-dessus, en fonction des chiffres. Donc, ce que vous dites, je le partage. C'est une attitude scientifique qu'il faut avoir ensemble. Moi, j'ai une question. En fait, ce que vous appelez adaptation, moi, je pense que c'est pas ce qu'on imagine comme adaptation, parce qu'adaptation, c'est un truc où ouf, je passe la vague et il m'est rien arrivé. Donc là, on n'est pas vraiment dans ça. Et je voulais savoir si dans votre vision de l'adaptation, il y a j'essaie de réduire les risques que les dégâts qu'il va y avoir vont générer peut-être encore des sur-risques qui seront encore plus catastrophiques, quoi. Imaginons une centrale nucléaire inondée ou quoi que ce soit, mais voilà. Non, c'est pas assez clair. L'adaptation que vous voyez, est-ce qu'elle inclut la prévention de risques qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui auraient potentiellement un dégât très important demain? Est-ce que c'est ça votre stratégie d'adaptation, finalement? Je réduis les risques inexistants aujourd'hui, mais qui seront là demain? Alors, ou si c'est autre chose? Ça existe. Évidemment, ça existe. Mais là, je dirais, c'est presque classique. C'est-à-dire, moi, voilà. Pour que vous ayez une idée plus précise de qui je suis, de départ, je suis vétérinaire. Donc, mais j'avais jamais pensé à faire le parallèle avec la médecine. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je vais vous l'emprunter, l'exemple pour la suite. La différence, c'est que le vétérinaire, il a une arme fatale, c'est l'abattoir. Et donc, quand il faut gérer l'espèce et sauver l'espèce, il est un peu brutal. Mais autrement, on fait un peu pareil. C'est-à-dire, voilà, donc, à un moment, même si on a des doutes, il faut bien un traitement, donc on fait un choix. Et je trouve que c'est un très très bon exemple pour imager ce qui est devant nous. Donc ça, c'est une chose. Et après, moi, j'ai été vice-président d'une grande agglomération, Nord Métropole, en charge des risques. Donc, et notamment, on avait tiré le bilan à la fois du nuage toxique à Nantes, mais qui au final pas si grave, mais surtout, moi je suis devenu vice-président au risque au moment d'AZF à Toulouse, qui avait posé beaucoup de problèmes. Et derrière, on a trouvé des solutions dans les centres d'alerte. On est passé par exemple des plans communaux de sauvegarde à plutôt des plans communaux intercommunaux de sauvegarde, parce que les moyens, en fait, logistiques sont plutôt à l'intercommunalité. Donc là, l'action publique s'organise au fur et à mesure avec des retours d'expérience. Donc évidemment, par rapport à ce plus 4 degrés, on a des risques nouveaux qu'on va intégrer progressivement. Après, on va les intégrer progressivement. C'est-à-dire que la montée des eaux, ça va être assez lent, de ce que j'ai lu de votre part. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui d'interdire de construire dans le centre de Nantes pour des risques qui seront à la fin du XXIe siècle ou au XXIe siècle. Donc, on ne va pas prendre la cote plus 2 mètres maintenant. Ça n'a pas de sens. Parce que le coût économique. Donc, il faut vraiment, sur chaque risque, c'est vraiment cette approche économique, y compris dans la gestion de santé collective. L'exemple est redoutablement bon, alors je vais le reprendre dans tous les sens, qui doit nous guider. Mais ça, c'est sur le risque plutôt le risque majeur. D'ailleurs, le politique, l'État adore le risque majeur. Le préfet adore le risque majeur. Parce que là, il est au cœur de tout. L'élu local n'existe plus, il n'y a plus que lui. Donc, l'État montre à quel point il est utile et efficace. C'est redoutable, la gestion de crise. C'est une espèce de griserie, j'ai connu ça un peu. Et là, l'État aime presque plus l'après-crise. Ça va très très mal, on répond, que d'éviter la crise. Ça c'est assez net dans la formation de l'État. Mais ça ne répond pas totalement à la question. Ça rassure pas, en tout cas. Non, mais bon, c'est comme ça. Mais je vais en faire encore, je m'excuse, un peu de provoque. Vous n'êtes plus à une provoque près. Mon problème principal, c'est de savoir que ça va tanguer fortement, on est tous d'accord là-dessus, hein, plus 4, ça tangue, et de passer un message aux citoyens qu'on va appeler lambda, on peut l'appeler comme on veut, qui est beaucoup moins mobilisé que nous, sur le fait de lui dire « T'inquiète pas, en fait, on va faire en sorte que ta vie change le moins possible. » C'est-à-dire, et ça, les écolos font l'inverse. Les écolos, ils passent leur vie à faire l'inverse, c'est-à-dire « Waouh, ça va être une transition totale, vous allez voir ce que vous allez voir, plus d'avions, plus de voitures. »
plus de lotissement. Enfin, et donc, les gens, ils votent en face. Hein. C'est assez mécanique, là, on le voit bien. Donc, tout en étant issu de la famille écolo, moi, j'essaye de dire aujourd'hui, et j'ai besoin des scientifiques pour ça, hein. Je ne suis pas venu pour rien, même en retard. J'ai besoin, pour amener finalement la population à accepter des efforts assez considérables, de leur dire, en échange de ces efforts considérables, voilà tout ce qui ne va pas changer. Voilà tout ce qui ne va pas changer. C'est-à-dire, vous pouvez garder un barbecue sans mettre le feu à la forêt. Vous allez garder beaucoup de votre vie d'avant, parce que c'est ça ce que les gens nous demandent. En fait, individuellement, ils sont souvent assez contents de leur vie. Bon, d'accord, c'est drainé, battu assez régulièrement maintenant, mais ils sont contents autrement. Donc, et donc, il faut que nous, notamment ceux qui sont sensibilisés, on laisse surtout pas le monopole du fait de rassurer à ceux qui contestent, en fait, la réalité, notamment du réchauffement climatique. Et ça, c'est, si on utilise des grands mots scientifiques, c'est un peu de révolution copernicienne, que moi, j'essaye de porter. On est un peu au début de ça. Hein. On est encore assez nouveau. Mais moi, je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus. Et du coup, j'ai besoin que vous dites, voilà les points sur lesquels il faut vraiment faire un effort assez rapide et important. Voilà les points sur lesquels on a un peu plus de temps. Je veux bien 2-3 points, on ne sait pas. Enfin, un minimum, hein. Pas trop. Et puis voilà tout ce qui, derrière, on va préserver de votre vie d'avant parce qu'on sait bien que vous voulez la vie d'avant. La civilisation urbaine, elle ne meurt pas avec le réchauffement climatique. Les villes d'Arabie, des Émirats, c'est des villes. Hein. Mais alors, il y a de la clim tout le temps et une partie de l'année, on ne sort plus dehors. Mais ça reste une société urbaine, par exemple. Donc, il faut qu'on trouve le discours où le contrat qu'on passe, et en échange des efforts nécessaires d'adaptation, on dit, voilà tous les points sur lesquels, finalement, votre vision de la vie collective et individuelle, on va le préserver. C'est ça qui est, à mon avis, devant nous. Moi, je trouve que vous n'êtes pas assez ambitieux. Hein. Non, mais c'est vrai. Je trouve que moi changer pour changer, bah, autant changer pour mieux. Et ils veulent pas. Juste, là, sur le coup, je pense que dans les changements qui sont nécessaires pour la transition écologique, il y a effectivement des changements qui ne changent rien à la vie quotidienne. Un problème de communication sur tout ça, c'est que cette transition, ça va être des efforts terrifiants, la douleur partout, etc. Alors, on invente quel mot, alors ? Non, mais dans la transition, il y a des choses qui sont simples et qui ont des effets majeurs, immédiats, sur plusieurs dimensions de la crise. Par exemple, si je prends la question de l'alimentation, la lutte contre le gaspillage, hein, les chiffres sont de 30%, y compris dans nos frigos, mais à toutes les étapes de la chaîne. Si vous faites le calcul d'un passage de 30% à 15%, mettons, de gaspillage, ce qui ne change rien à mon confort de vie, on est d'accord. En termes d'impact sur le climat, comme sur la biodiversité, c'est une règle de 3, hein, ça donne l'ordre de grandeur de l'effet. Il y a plein de trucs comme ça, où les changements, en fait, ne sont pas des changements de civilisation et de mode de vie, justement. Et ça, c'est presque la moitié, enfin, à la louche, j'en sais rien, il faudrait regarder dans le détail, mais ça doit être à peu près la moitié de la trajectoire à suivre. Donc, effectivement, il y a plein de trucs qui sont absolument pas douloureux, c'est juste un petit problème d'organisation. Pareil sur l'agriculture, hein. Si on bascule une majorité de protéines végétales sur la majorité de protéines animales dans la ration quotidienne, c'est d'une efficacité redoutable du jour au lendemain, tellement rapide d'ailleurs que ça pose plutôt des questions économiques et sociales, effectivement, pour les agriculteurs. Mais c'est des choses techniquement qui sont là et qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et puis, comme tu l'as dit, il y a aussi des améliorations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il faut diminuer, en gros, ou stabiliser à tout le moins les flux de matière et d'énergie, ça remet en question la production sur le plan quantitatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on produit moins, puisqu'on va lutter contre l'obsolescence, ce genre de trucs? On met les gens au chômage, on réduit le temps de travail, on libère du temps pour faire autre chose. Enfin, il y a plein d'éléments positifs qui peuvent être présentés. Mais vous n'avez pas de crise de l'énergie. C'est une invention de collapsologue, ça. Il n'y a pas de crise de l'énergie, mais il y a une crise des impacts de l'énergie. Ah oui, c'est pas pareil. Parce que y a tout un discours pseudo-scientifique. Ils vont se reconnaître. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Ouais, je les adore. Mais il n'y a strictement aucune crise de l'énergie. Hein. Alors, aucune. C'est-à-dire que
on a un problème, c'est qu'on consomme de l'énergie fossile parce qu'elle est moins chère. Ça, on n'est pas sorti. C'est plus facile techniquement, on met le pétrole dans un camion-citerne, il peut aller n'importe où. Mais on a une capacité de production électrique quasi infinie. Quasi infinie. Ouais, mais en photovoltaïque, c'est du sable, hein, beaucoup. Hein. Donc, c'est l'énergie pour produire, pour transformer la silice en panneau. Mais c'est par exemple ça, il faut en finir avec ça. Alors, j'adore mon vieux copain Yves Cochet, enfin, qui raconte des conneries depuis la nuit des temps. Mais des vrais en plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu Pétrole Apocalypse à l'époque. Mais enfin, il nous expliquait qu'il y aurait bientôt plus de pétrole. Que ça allait coûter très très cher. C'était il y a maintenant bien 25 ans à peu près, 20 ans, ouais 25 ans. Et le jour quand son bouquin est sorti, moi j'étais en Afrique du Sud. Et les Sud-Africains me disaient, nous on n'attend qu'une chose, c'est que le pétrole passe les 100 dollars le baril, parce qu'à partir de là, on vous fait du pétrole de charbon. Puis alors, du charbon, on en avait jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y avait aucun enjeu sur le pétrole. En plus, depuis, on en a découvert avec les pétroles de schiste, mais il n'y avait aucun enjeu. Il a quand même fait des bouquins à succès avec un truc où il n'y avait aucun enjeu. Aucun. Et puis Servigne derrière, enfin, ils ont continué un peu même un peu. Janco, il dit un peu les mêmes conneries aussi. Hein. Donc, j'ai une liste comme ça qui disent. Alors, eux, moi, je veux bien quand même que scientifiquement, on les conteste un peu plus. Parce que les données qu'ils mettent sur la table sont fausses. C'est des prédictions, c'est Nostradamus, hein. C'est Courtillot version écolo, quoi. Donc, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils me connaissent. Hein. Donc, il faut qu'on sorte de ça. On a une grosse crise d'adaptation. L'agriculture, ça va tanguer. Par définition, ça va énormément tanguer. L'eau, effectivement, ça va être compliqué. Et il va falloir trouver des compromis. La chaleur urbaine, y compris, on va faire de la production de froid à base d'énergie, parce que par moment, ça va coûter moins cher, finalement, de fermer le bâtiment qu'on a isolé pour l'hiver. On va le fermer pour l'été aussi, et on va essayer de faire en sorte qu'on produise du froid avec le moins d'énergie possible. C'est comme ça qu'on va faire. Et plutôt que d'avoir des bâtiments tout nouveaux, tout beaux, tout propres, tout neufs, avec des tas de circulation, mais qui coûtent extrêmement cher. Donc, on n'a absolument pas le temps de refaire tout le parc. C'est économiquement impossible. Donc, ces questions-là qui sont sur la table, qui sont des questions réelles, au niveau médical, en termes de pathologie, on va voir remonter à peu près toutes les bestioles, les virus, là, c'est le veto qui parle, possible et imaginable. Ils sont déjà en partie là. Donc, voilà. Donc, on a vraiment énormément de questions lourdes sur lesquelles il va falloir trouver les réponses. Et du coup, on ne s'invente pas des problèmes qu'on n'a pas. Or, on a à la fois les climato-sceptiques et les collapsologues. Et ils ne nous aident pas non plus. Hein. Alors, monsieur a une question, là. Et puis après, je sais, on est... Oui, voilà. Alors, finalement... On a dépassé un peu les horaires, je crois. Hein, donc... Oui. Puisqu'on est à l'articulation entre le scientifique et le politique, nous sommes dans une situation absolument merveilleuse avec un nouveau Premier ministre dont Mme Simone Veil avait fait dans le passé un portrait relativement modéré et indulgent, qui est en train d'essayer de constituer un gouvernement. Bon, donc on va voir ce gouvernement, et on oublie toujours dans le grand public, mais j'appelle l'attention d'un représentant de la représentation nationale, que ce qui est important une fois que le gouvernement est annoncé par un personnage... extrêmement sympathique, qui a des intérêts dans le frettement maritime mondial, etc. C'est le Kriegspiel au secrétariat général du gouvernement sur les décrets d'attribution. Alors, est-ce que la représentation nationale peut avoir un œil sur la façon dont l'exécutif, qui est un exécutant, qui est à ses ordres, va s'organiser pour justement essayer d'avancer sur ces sujets? Je suis prêt à faire le pari que non. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, vous voyez les ronds tout à l'heure qui étaient présentés par Monsieur Fortin, oui, Émeric Fortin. Oui, et j'avais envie de lui proposer une autre série de noms marqués du 3 de Lorraine. C'est la définition d'une politique par le général de Gaulle. Page 4 de l'appel. Cet ensemble de dessins continus
de décisions réfléchies et de mesures à leur terme qu'on appelle une politique. Actuellement, a-t-on une politique énergétique? La réponse est évidemment non. Lorsque vous avez dit les deux pinces, les collapsologues et les climato-sceptiques, il y a une certitude, c'est qu'un jour, il faudra s'en passer. Ce que vous dites très brillamment a été écrit par Victor Hugo dans le dernier chapitre de 93. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que de toutes les façons, il faudra s'en passer un jour, dans 50 ans ou dans 5 siècles. Est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable? Je vous rappelle que du temps où il y avait un simple commissariat au plan, mené par des gens médiocres comme Jean Baudet, comme Grand-Papa Ripert, etc., en 2000, le rapport du plan de début du XXIe siècle évoquait 3 scénarios sur l'évolution du prix du pétrole. Et j'ai retenu cette phrase parce que je l'ai citée dans un rapport sur l'utilisation énergétique de la biomasse, en 2005, que si on retenait l'hypothèse haute de $30 le baril, les énergies renouvelables seraient tellement compétitives qu'il n'y aurait plus de sujet. Ça a été écrit il y a moins de 30 ans. Alors peut-être que vous avez fini votre question, monsieur, parce qu'il va falloir, on est un peu tenu par le temps. Sur les problématiques... Alors allez-y pour la question. Ma question, c'est j'ai un léger désaccord sur les problématiques sur le prix du pétrole. Il est exact qu'aujourd'hui, autour de $80 le baril, il y a 10 ans que les énergies renouvelables sont en réalité parfaitement compétitives. Alors, sénateur, malheureusement, je crois qu'on va devoir vider les lieux, si vous me permettez l'expression. Donc, peut-être un mot, une réaction et peut-être un mot de conclusion. D'abord, je m'excuse d'arriver en fin de débat et dynamiter le débat en prime. Mais je redis vraiment, moi, ça m'intéresse qu'on poursuive ce débat-là sur comment la communauté scientifique multi-compétences participe aujourd'hui, maintenant qu'on a mis le +4 sur la table, à essayer de mieux quantifier, de mieux objectiver ce qui est devant nous, y compris avec des temporalités différentes, et ne pas se perdre dans des débats trop généraux. C'est-à-dire, ne nous perdons pas dans les débats politiques, même s'ils sont sous-jacents, et j'en suis un. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin de quantifier les efforts à faire. Et que là, je pense que le politique, en général, découvre encore l'adaptation. C'est assez nouveau, l'adaptation. Jusqu'à présent, on écoutait des gens qui nous disaient « dépassez pas les 2 degrés, dépassez pas les 2 degrés ». Donc, on faisait tout l'effort. Ça, on en a fait pour essayer de réduire les émissions. Et puis, on n'y est pas vraiment totalement arrivé. On y arrive quand même. Alors, ça, c'est un point peut-être important sans être trop long, sur lequel je n'ai pas assez insisté. C'est que quand même, quand on voit la trajectoire chinoise et la montée des renouvelables, qui est vraiment la solution pour sauver la planète, ça, on est tout à fait d'accord, on peut quand même commencer à dire un truc un peu sulfureux aussi, qui est on va vers un monde restabilisé. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire, alors, sauf boucle de rétroaction, et je suis sûr que vous allez y revenir à un moment ou à un autre, mais hors boucle de rétroaction, on peut espérer qu'on ne dépasse pas effectivement les 3,1, 3,2. Alors, ce n'est pas les deux, hein, mais que le renouvelable, prenant la place progressivement, mais pas assez vite, c'est juste un problème de rapidité de déploiement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On peut commencer à tenir un discours d'un monde qui se restabilise. Ça, c'est très rassurant comme discours, extrêmement rassurant. Alors, ça passe par le maintien de l'effort, que l'Europe tienne son objectif de neutralité. Là, on voit que ça tangue en plus. Donc, c'est pas gagné, hein, je dis. Mais je pense que là, il y a un changement de discours intéressant, mais c'est au-dessus de ce qu'on avait fixé. Et que donc, on est dans le moment où le politique découvre l'effort à faire sur l'adaptation, il est un peu perdu, il est dans une situation où, en plus, ce sont les forces conservatrices, pour ne pas dire réactionnaires, qui sont en progrès, parce que justement, elles surfent là-dessus. Elles surfent sur la peur de la transition, du changement, de gens qui se disent « mais nous, on a bossé toute notre vie, ou on voudrait bosser pour avoir ce mode de vie-là ». Et en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on ne l'aura pas du tout. On ne signe pas. Et on va vers des offres politiques
qui contestent ça. Et donc, du coup, le politique est contesté plutôt par des forces réactionnaires et conservatrices. Donc, il a encore plus de mal à raconter l'effort. Et donc là, je pense que ça veut dire que dans la diversité de la communauté scientifique, mais je trouve que vraiment l'exemple sur les médecins, alors celui-là, je le garde à fond, c'est à peu près ça. Et qu'il faut organiser, et ça c'est devant nous, y compris dans le PNAC 3, puisque je suis avec la commission spécialisée, nous on est en charge quand même de vérifier la mise en œuvre de ce programme national d'adaptation au changement climatique numéro 3, qui est en phase de fin de consultation et qui, je pense, contient des avancées majeures par rapport au PNAC précédent, et que donc il faut qu'on travaille maintenant sur l'objectivation de tout ça. C'est un gros enjeu démocratique et d'action publique derrière, et je suis vraiment ravi de ce premier échange, et je m'excuse pour le retard initial et le retard final. Merci, sénateur. Luc, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion conclusive? Non, le mot va être ultra rapide parce qu'on est vraiment en retard. Juste un mot sur ce qu'on va tenter de faire au MURS. Je pense que là, on a bien pris la température des enjeux méthodologiques pour imaginer finalement cette place nouvelle ou pas nouvelle, renouvelée, enfin j'en sais rien, de la science dans tout ça. C'est qu'on va essayer de tirer parti à la fois de l'expérience qui est accumulée au MURS et ailleurs. Hein. Vous avez de l'expérience et combiner ça tout le temps dans toutes nos actions avec un regard de gens qui sont plus jeunes. L'âge en soi n'est pas un problème. Il est intéressant parce que forcément, il exprime des cultures différentes. Et qu'on a aussi cette difficulté-là, c'est d'arriver à faire coïncider des cultures différentes. Donc tout ce qu'on va faire au MURS, enfin en tout cas, on avait parlé un petit peu déjà au directoire, et je pense qu'on y reviendra, c'est de mélanger systématiquement les vieux et les jeunes. Voilà. Bonne soirée.